Alors bonjour, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui je vous parle du meilleur moyen de voir l'avenir. Tout le monde peut voir l'avenir, mais c'est quoi le meilleur moyen pour voir l'avenir? Alors j'ai entendu un jour quelqu'un qui disait que Einstein avait dit que le meilleur moyen de connaître l'avenir, c'est de bien observer le présent. Et plus vous avez de connaissances, de données dans le présent, plus vous êtes capable d'en deviner l'avenir. Et là, par exemple, je vais vous donner un exemple, vous allez voir, comme j'apprends la finance. Là, j'ai une nouvelle pas terrible par rapport à connaître l'avenir. C'est Trump a investi 10 milliards dans le militaire pour faire le Golden Globe. C'est-à-dire, c'est ce bouclier antimissile qu'il veut construire, protégeant les États-Unis avec des bases au Groenland et un peu partout. Voilà, c'est cette 10 milliards. 10 milliards, c'est pas négligeable. Voilà. Et alors, pour comparer, parce qu'il ne met pas de l'argent que dans le militaire, il va mettre aussi également 400 millions plus 150 millions dans tout ce qui est aimant, terres rares, pour les robots. Voilà. Donc en fait, vous voyez que les gouvernements, ils font deux choses. Ils investissent dans les robots et la guerre. Voilà. Bon, tout ça, ça va. Je sais pas si ça va vraiment beaucoup servir l'intérêt des hommes, parce que comment vous dire, selon mes observations sur les guerres avec les missiles, quand il y en a un qui envoie un missile, l'autre il renvoie un missile comme on parle quoi. Je parle, l'autre répond, etc. Et ça n'en finit pas. Donc les missiles, est-ce que c'est efficace pour stopper les guerres? Moi je dirais plutôt que ça les entretient. Et alors par contre c'est très efficace pour détruire les villes, les maisons, etc. Est-ce que ça protège les gens, les missiles? Même quand il y a un anti-missile patriote qui vient détruire un autre missile, les débris tombent sur les gens qui sont en dessous, quoi. Donc c'est un peu étrange comme concept. Si on veut qu'il n'y ait pas de guerre, je pense pas que les missiles soient très, très compétents pour la paix. Voilà, je pense qu'il y a d'autres méthodes. La diplomatie, le compromis, la négociation, c'est la lucidité, la conscience, c'est souvent beaucoup, beaucoup plus efficace pour la sécurité. Voilà. C'était une parenthèse, mais vous voyez, il suffit de collecter des données du présent, savoir où va l'argent, et là, vous savez que les États-Unis se préparent à une guerre, quoi. Clairement. Parce que 10 milliards, c'est une grosse somme. Sachant qu'ils sont très endettés déjà. Alors, j'ai calculé leur endettement. C'est 136 000 euros de dette par habitant qu'ils ont. Donc en gros, ils hypothèquent la maison d'un Américain appartient à l'État, en gros. À peu près. Une maison pas trop chère. Et alors que le français, lui, c'est une très belle voiture qui appartient à l'État français. Une BM bien luxueuse, ça appartient à l'État, quoi. Voilà, donc ils sont à peu près au double, hein. Donc ils ont bien tiré sur la corde de la dette. On a le Japon qui a des problèmes avec sa monnaie. Ouais, parce qu'il remplace tous les hommes par des robots dans les usines. Donc apparemment c'est pas un idéal économique puisque la monnaie s'effondre. Voilà, c'est pourtant une île hyper technologique à la pointe. TSMC, tous les semi-conducteurs, Taïwan semi-conducteurs, tout ça, ça vient de là-bas. Mais vous voyez, c'est pas le monde des machines, c'est pas c'est pas trouver l'équilibre pour le futur. C'est pas stable. Voilà, donc bon, voilà, l'État a investi dans toutes ces choses-là. Donc le militaire, ça rapporte pas. Le négoce, c'est pas une industrie qui est comme la nourriture ou les biens de consommation. Non, c'est un peu à part. C'est un domaine. C'est un outil. Je dirais que c'est un outil des politiques. Voilà, un outil des politiques pour leur activité. Voilà. C'est un peu bizarre. C'est un peu comme si les entreprises faisaient du commerce, mais avec des mitrailleuses, quoi. Voilà.
Je pense que voilà, c'est un drôle de modèle. Voilà. Bon, bah, c'est pour ça qu'on dit perturbation géopolitique. Voilà. Voilà, c'est de là que ça vient, le terme. Donc, bah, c'est inquiétant. Voilà. C'est inquiétant à deux niveaux. Ils investissent un maximum sur les terres rares. Alors, il paraît que fabriquer des batteries, ça demande beaucoup d'eau. Les terres rares, c'est pareil. Il faut beaucoup d'eau. Et apparemment, on a de moins en moins d'eau. Je vais vous dire mon ressenti personnel sur la canicule de cette année. Des canicules, parce que j'ai beaucoup de mémoire. C'est-à-dire que ce qui s'est passé il y a 10 ans, pour moi, c'est comme si c'était hier. Et ce que je remarque, c'est que la chaleur n'est pas naturelle. J'ai remarqué hier, par exemple, que c'était très nuageux. Donc normalement, bah, vous avez plus l'impact solaire sur le sol, et tout de suite, la température baisse. Eh ben non. Il faisait aussi chaud par plein ciel bleu quand c'était au plus fort de la canicule, que là, avec le ciel complètement couvert, l'air était tout aussi brûlant et chaud. Et ça, c'est pas normal. C'est pas logique. Ça veut dire que la source de chaleur vient d'ailleurs. Elle vient pas du soleil. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la cause? La vraie cause, quelle est la vraie cause de cet échauffement? Et l'échauffement c'est pas localisé sur la France, cet échauffement. Il est un peu planétaire. Quelque chose a agi de telle sorte à réchauffer l'air de la planète. Et par quel moyen? Voilà. Donc il y a les champs d'antenne là qui sont suspectés fortement, qui réchauffent en envoyant des micro-ondes dans la haute atmosphère dans un but de contrôle du climat, je sais pas, ou comme arme de guerre de contrôle du climat, qui est suspecté, ou même certains en sont convaincus. Moi, je pense aussi à d'autres possibilités. Il y a des nouvelles technologies par satellite qui permettent de trouver des mines d'argent et des mines d'or. Pareil, je vais vous donner un exemple très concret. Les mines d'argent et d'or au Maroc, il y a un énorme filon d'argent qui a été découvert, et ça a été découvert par satellite. Et avec les satellites, ils scannent l'intérieur de la Terre. Mais quel est le procédé? Quels moyens ils utilisent pour scanner l'intérieur du sol jusqu'à une profondeur? Je crois qu'ils peuvent descendre très profond, ils peuvent descendre jusqu'à 200 mètres, et c'est un nouveau procédé. C'est pas c'est assez récent, ça fait que quelques années que c'est en fonctionnement. Et je sais pas trop de quand a été lancé le satellite. Et je ne sais pas sur quel principe il fonctionne, mais je me pose des questions, parce qu'il faut envoyer un sacré rayonnement pour arriver à traverser l'épaisseur de la Terre, pour scanner l'intérieur en profondeur. Il faut envoyer pas mal d'énergie pour... Donc je me dis que la somme un peu de... Comment dire? Si on additionne toutes les causes possibles, on se dit que le tout cumulé, ça peut quand même pas mal réchauffer la Terre. Premier exemple, les gaz pour les climatisations des voitures, qui sont pas trop étanches, qu'il faut recharger au bout de, au bout de 100 000 ou au bout de 150 000 km. Bon, bah, ce gaz, c'est ce que certains disent sur Internet, et ce gaz aurait la capacité d'être 1000 fois plus à effet de serre que le CO2. Alors il y avait une époque où c'était même plus grave que ça attaquait carrément la couche d'ozone. Bon, là, il y en a encore un peu qui sont en fonctionnement, mais maintenant, ça a été remplacé par ce gaz. Mais ce gaz, quelque part, on peut le comprendre qu'il soit à effet de serre, parce qu'en fait, c'est un gaz qui a des propriétés tout particulièrement thermiques. Il faut qu'il soit capable de faire du froid, et quand on fait du froid, on fait aussi du chaud, donc il a des propriétés thermiques particulières. Donc, que ce gaz soit à fort effet de serre quand il fuit, bah, quand il y a 40 millions de véhicules, ça commence à pas être négligeable, quoi. Donc ça peut être une première cause de réchauffement de l'air. Parce que là, c'est l'air qui est chaud. Hein. Là, on sent que c'est plus le soleil qui réchauffe l'air, qui réchauffe, mais qu'il y a d'autres causes de réchauffement. Donc vous avez ça comme cause. Vous avez une autre cause qui c'est le cumul des micro-ondes.
Alors, les micro-ondes, c'est... Ça, je vais vous donner un exemple de micro-ondes. En voilà un. Donc, on a le 1900 MHz et on a le 2500 MHz, si je ne me trompe pas, ou gigahertz, je ne sais plus. Mais ce que je sais, c'est que chez Bouygues, ils sont à 2400 et votre micro-ondes, c'est 2500. Il y a juste 100 d'écart. Donc on est très proche de la fréquence du réchauffement pour faire chauffer l'eau. Et qu'est-ce qu'on fait? On met des antennes partout, de plus en plus. Là, ils en ont encore rajouté dans ma ville, là, ils en ont encore rajouté une. Et ensuite, en plus, on rajoute des satellites en orbite qui, eux, vont balancer sur la totalité de la planète du débit Internet, donc du très haut débit en micro-ondes. Donc on transforme un peu la Terre en grand four micro-ondes. Voilà. Je ne suis pas spécialiste, je ne peux pas faire les calculs et dire quelle est la quantité d'énergie thermique que toute la somme de toutes ces micro-ondes que l'on fait pour communiquer, souvent de manière futile. Et qu'est-ce que ça provoque comme effet de température? Parce que tout ça, on vous en parlera pas. Les politiques, ils vous en parleront pas. Les politiques, ils jouent le jeu du théâtre avec Jean Covici pour montrer les intentions. Mais on s'en fout des intentions. C'est la vérité et les actes qui sont intéressants. Les intentions, c'est du théâtre. Les intentions n'ont pas d'effet. Voilà. C'est les actions qui ont des effets et la vérité. Donc les politiques sont des spécialistes de l'intention. Voilà. Après, les actions, c'est une toute autre affaire. C'est pas dans le domaine où ils se sont démarqués le plus, quoi, en termes d'efficacité. C'est pas trop... Eux, ils sont plus dans le papier, dans les tableaux, dans les lois ou la fiscalité. Mais les actions concrètes de terrain et la vérité, c'est pas trop leur truc, quoi. C'est pas un truc qu'ils aiment beaucoup. C'est pas très vendeur pour être élu. Voilà, il y a ça. Moi, je vous dis, hein, cette chaleur était anormale. Pour moi, il y a quelque chose qui s'est passé. Je vais vous donner un autre exemple. À une certaine époque, on avait énormément de cétacés qui s'échouaient sur les plages. Et les scientifiques ont commencé à s'intéresser. Mais pourquoi les cétacés veulent sortir de l'eau et se suicident sur les plages en masse? Je ne vous parle pas d'un cas isolé. Je vous parle de centaines de cétacés qui s'échouaient sur les plages et qui ne voulaient pas retourner dans l'eau. Mais en fait, c'était qu'en fait, à une certaine époque, les sous-marins, à la guerre froide surtout, émettaient beaucoup d'ondes longue portée dans l'océan. Et en fait, les cétacés sont très sensibles et ont un système auditif très performant. Et ils entendent les sonars des sous-marins et des bateaux de guerre, qui sont des sonars très puissants. Et ça les rend fous. Ils supportent plus la vie dans l'eau avec ce brouhaha et ils veulent sortir de l'eau pour plus entendre ce bruit, quitte à mourir. Donc ça, c'est un exemple nocif des armes de guerre, mais sur le vivant, qui n'est pas forcément très connu, mais il y a des spécialistes qui se sont beaucoup intéressés au sujet et ils se sont rendus compte que c'était à cause de ces performances auditives du cétacé que en fait il y avait un problème avec les sonars militaires. Voilà. Donc maintenant, on a des systèmes de communication militaire en orbite. Il y a de plus en plus de systèmes qui balancent de l'énergie partout. Et les data centers en orbite, ça va pas arranger les choses parce qu'il va falloir transmettre le signal débit Internet de la planète, traverser l'atmosphère, balancer de l'énergie pour récupérer le signal. Ça m'inquiète un peu parce que c'est pas transmis en laser, hein, c'est transmis sûrement en micro-ondes, en Wi-Fi 7 ou Wi-Fi, je sais pas, Wi-Fi 8. Ils vont sortir encore des longueurs d'onde encore plus. Plus la longueur d'onde, plus la fréquence monte, plus l'énergie augmente. Voilà. Donc en fait, plus il y a de débit Internet, plus il faut monter en énergie. Donc plus ils vont envoyer d'énergie de manière importante sur la Terre. Et ça, c'est pas mis en avant par les médias. Tout ça, c'est pas. Je dis pas que c'est la cause, mais je dis que ça mérite d'être étudié en détail et d'être calculé. Voilà. Parce que de toute évidence, quand on passe son temps à balancer de l'énergie par onde,
bah, ça provoque forcément un échauffement quelque part. Voilà. Surtout quand on est proche des fréquences de 1500, comme le micro-ondes, qui chauffe l'eau, parce que nous sommes constitués d'eau. Donc ce ressenti de chaleur, il peut être augmenté par des micro-ondes, puisque nous sommes constitués d'eau. Donc quand on rapproche les fréquences proches de celles qui fait vibrer les molécules d'eau, eh ben on se met à avoir chaud, hein, de fait. Voilà. Bon, après, il y a des effets encore plus graves à long terme. Et puis de temps en temps, ça s'arrête, et puis ça redevient normal. Aussi, on remarque aussi des variations de température qui sont... Il fait frais aujourd'hui, demain il fait ultra chaud. Enfin, ça... Il n'y a pas de progressivité, c'est bizarre, quoi. Là, il faisait très très frais dehors, et hier, il faisait très très chaud. Bah non, mais enfin... Et puis le vent, il n'y en a quasiment pas. Enfin, il y a des trucs pas logiques, là. On a l'impression que tout se dérègle, tout paraît tout fou. Il n'y a plus de normalité. Enfin, pour ceux qui ont beaucoup de mémoire du climat du passé d'il y a 10 ans ou 15 ans, on se rend compte que ça devient anormal. Voilà. Là, j'ai partagé sur Facebook une vidéo, mais qui n'est pas forcément très objective, mais parce que c'est un peu un gugus, le gars. Van der, je sais pas quoi, là, il a un nom belge, moitié allemand, là. Il est spécialiste d'électroculture. Pour mesurer, quand on mesure la température sur le métal, bon, c'est vrai que quand vous faites des ondes, vous allez plus facilement faire chauffer le métal que le bois. C'est vrai. Mais il faut tenir compte de la résistance thermique des matériaux, donc il ne faut pas mesurer le matin, il faut mesurer le soir pour que la température ait eu le temps de réchauffer les matériaux isolants. Par exemple, il ne faut pas mesurer le matin. Je voyais que dans son discours, il ne tenait pas compte. Il ne tenait pas compte de l'émissivité, il ne tenait pas compte de la résistivité des matériaux. Si vous faites varier rapidement la température, bah, tous les matériaux ne vont pas monter à la même température aussi vite. J'ai un exemple très flagrant sur la pierre. Chez moi, j'ai un banc en granit que j'ai acheté sur le Bon Coin, parce que c'est hors de prix. C'est une plaque de granit de 8 cm et c'est posé sur deux parpaings en granit massif. Hein. Et c'est un banc. Et l'été, j'adore ça parce que quand le soleil a tapé toute la journée dessus, ce banc en granit conserve la chaleur jusqu'à 1h du matin. Tranquille. Vous vous mettez dessus, c'est chaud. Et à l'inverse, les pierres en calcaire juste à côté, quelle que soit leur couleur, hein, il y a des pierres qui sont un peu noires par le calcin, eh bien la pierre calcaire est froide. Elle n'arrive pas à accumuler la chaleur comme le granit. Et pourquoi ? Parce que le granit contient des métaux. Donc le mélange de la silice, des silicates et de la conduction des particules de métal fait que en fait, la chaleur va mieux s'accumuler dedans. Et comme il y a de la masse, eh bien, en fait, la conductivité va être plus rapide et il va accumuler plus rapidement de la chaleur pour ensuite, comme il a accumulé plus de chaleur, il va mettre plus de temps aussi à la restituer. Alors qu'à l'inverse, la pierre calcaire a un peu du mal à accumuler la chaleur. Et en fait, en gros, si vous voulez faire un poêle de masse en granit, c'est un bon matériau, en fait. Ça va être efficace. Voilà. Alors, donc ça, j'ai pas lu ça dans les livres, je le constate, je le vis. Voilà. Ce que je peux dire sur la médiumité aussi, c'est moi, je suis un peu médium à l'occasion. Alors, c'est particulièrement vrai sur tout ce qui est sécuritaire, mais ou certaines choses très émotionnelles. Moi, je vais vous dire comment, personnellement, moi, je vis cette médiumité. En fait, il y a deux cas. Par exemple, je vais bricoler et puis dans ma tête, il y a une information qui arrive et ça dit je vais avoir un accident. Donc là, j'ai deux solutions. Soit je repars dans le sens inverse et je dis je veux pas avoir d'accident, donc je fais rien. Comme ça, je bricole pas, j'ai pas d'accident. Ou j'y vais et puis je me dis je fais plus attention. Erreur. Grande erreur. Parce que la probabilité que j'ai un accident si je fais rien, bah, il n'y a aucune chance qu'il m'arrive quelque chose si je fais rien. Par contre, si je fais attention, bah, y a une probabilité que l'accident se produise, même si je fais attention. Vu que je ne sais pas ce qui va se passer. Voilà, donc j'ai choisi la deuxième solution et effectivement j'ai eu un accident. La scie circulaire m'a arraché un morceau de chair
Parce que pourtant je faisais attention, mais ce qui se passait, c'est que j'avais mal au dos, donc j'étais un peu pâteau, je manquais de dynamisme, et c'était la cause principale de l'accident. Euh, donc je savais à l'avance ce qui allait se produire, et j'ai pas réussi à l'éviter, même en faisant attention. Une autre fois, alors ça c'est assez étrange, la médiumnité quand on vit l'événement avant qu'il se produise. C'est-à-dire, c'était un 14 juillet, il y avait plein de monde, hein, c'était bourré pour le feu d'artifice. Et à un moment donné, c'est comme si tout autour de moi, il n'y avait plus personne. Et j'étais dans une scène où je vivais une émotion très très forte. Et c'est comme si le temps s'était arrêté un certain temps. Et je captais cette scène sans comprendre pourquoi j'avais des émotions si fortes. Et je lui dis, c'est marrant, c'est comme si je l'avais vécu pour de vrai, mais là, je suis au 14 juillet, pour un feu d'artifice, je suis pas dans cette scène. Donc j'ai vécu une scène qui de manière virtuelle, on va dire, dans les pensées, avec toute l'émotion qui va avec. Et un an après, le même jour, presque à la même heure, pas loin, à 1 heure près, je crois, et ben en fait, la scène s'est produite. Et au début, j'ai pas fait le lien parce que c'est qu'ensuite, après que l'événement se soit produit, que mon cerveau a commencé à avoir les associations. Et je dis, mais c'est marrant parce que j'avais vécu 1 an avant ce qui vient de se produire là, mais il fallait d'abord que ça se produise pour que je fasse l'analogie. Donc en fait, je m'y attendais pas du tout en fait. C'était pas programmé, je m'en souvenais plus sur le moment. Donc en fait, il y a deux types de médiumnité qui sont totalement inexplicables. Alors il y en a qui peuvent dire vous avez un ange gardien, etc. Moi j'ai pas l'impression d'avoir un ange gardien. Mais c'est vrai que je peux communiquer avec des formes de vie invisibles ou d'autres dimensions, c'est possible, mais c'est par télépathie. Là j'ai pas le sentiment que c'est ça, je sais pas comment je fais en fait. J'ai aucune idée que comment je fais pour parfois savoir que des événements vont se produire à l'avance. Et je suis pas toujours capable de bien, parce que je suis pas un médium de très haut niveau, donc des fois je suis pas tellement capable d'interpréter ce que je vis sur l'instant. J'ai un exemple où quand j'étais à Luzardiden, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Quand j'étais à Luzardiden, j'ai entendu le dernier poteau du télésiège tout neuf, 4 places. J'ai entendu le dernier poteau qui hurlait comme dans les films d'horreur, mais avec un cri de femme extrêmement aigu, anormalement aigu, on dira, mais qui ressemblait vraiment à un cri de film d'horreur. Et je me dis, le poteau va s'arracher, par déduction. Je dis, c'est le poteau qui crie, il a mal. Et je dis ça à mes copains, et c'était très... Enfin, comment vous dire ? Je dis à mes copains, le poteau va s'arracher, tout simplement. Je dis pas qu'il a crié. Parce que je me disais, c'est bizarre, parce que moi, ce que j'entends, ils l'entendent pas, eux. Et on était 4 dans le télésiège, donc je dis, quand même, on est 4. Je veux bien croire qu'il y en a qui discutent, mais... Enfin, le son était fort, quand même. C'était presque assourdissant. Et en fait, eux, ils n'avaient pas entendu. Et du coup, moi, et puis quand j'ai dit ça, ils m'ont cru. Ils me dit, mais arrête tes conneries, il me fait peur. Et parce que quand j'ai dit ça, ils n'ont pas pris ça comme quelque chose d'irrationnel. Et pour moi, c'était irrationnel parce que le poteau était tout neuf. Enfin, ils avaient installé le truc, ça faisait 3 semaines que ça tournait, quoi. Et après ça, je me sentais tout bizarre. Je me sentais pas bien. Et ensuite, le lendemain matin, le poteau s'est arraché. Voilà, tout simplement. Et il y a eu... Enfin, c'était grave, parce que moi, je croyais que c'était pas grave qu'un poteau tombe. Je croyais qu'il y avait des sécurités sur les câbles anti-retour. Bah non, il n'y en a pas. S'il y a un poteau qui s'arrache, il y a tout qui repart en marche arrière. Et le câble se détend. Et tout le monde recule à toute vitesse à 50 km/h. Et puis ça secoue, les câbles se détendent, et puis ça rebondit, et puis tout le monde est éjecté. Et puis là, c'est un télésiège particulièrement haut. Du coup, il y a eu plein de morts. Je crois que c'est 143 morts. Et non, c'est plutôt 53 morts et 143 blessés, un truc comme ça. Et dont 2 personnes que je connaissais très bien de ma classe.
mais blessé léger. Qui me raconté en détail. Et ça c'est fou, parce que sur le moment, moi, j'ai déduit que ça allait s'arracher, mais je me sentais pas psychologiquement capable d'aller voir un technicien. En plus, j'avais un temps limité, parce qu'on devait repartir avec le bus, j'étais jeune. Mais je n'avais pas compris, j'avais pas compris que c'était vraiment dangereux. Je pensais qu'il allait juste tomber dans la neige, comme ça. Bon, le télésiège s'arrête, et puis c'est fini. J'avais pas compris que c'était très très grave, en fait. Et ce hurlement que j'ai entendu, en fait, après avoir beaucoup réfléchi, je me suis dit, mais en fait, c'était vraiment une personne qui hurle. C'est le poteau qui émettait, mais c'était une personne qui hurle. C'était une maman qui hurlait de douleur en voyant ses enfants encastrés, morts dans les rochers. C'est ça. Et je l'ai compris après que ces 2 camarades de classe m'expliquent dans le détail ce qui s'était passé là-bas. Parce que ce qui s'était passé là-bas, c'était pas racontable dans les médias. C'était trop horrible. Eux, ils ont juste donné des chiffres, des morts, des blessés. Mais si on vous donnait les détails de ce qui se passait là-bas, les gens qui étaient tombés de 50 mètres de haut contre les rochers, c'était pas racontable. Même visuellement, vous ne pouviez pas montrer les images. Et en fait, c'est en ayant ces détails que j'ai compris qu'en fait, et elles m'ont dit, ces 2 camarades de classe m'ont dit, il y avait des gens qui criaient, qui hurlaient, et c'est ce cri et ce hurlement que j'ai entendu à travers le poteau 12 heures avant les faits, en fait. Puisque moi, je suis parti à 17h, enfin la médiumnité, je l'ai eu à 17h, et le poteau s'est arraché à 8h30 le lendemain matin. Donc, vous voyez, c'est pas tellement longtemps avant. Voilà, c'est très très étrange comme mais ce jour-là, j'ai compris à quel point ma médiumnité devait être prise au sérieux, parce que enfin, j'avais déjà des perceptions, mais je les comprenais pas, et puis je pouvais pas les vérifier. Et là, ce jour-là, j'ai pu les vérifier, et c'était, disons, comment vous dire, celui qui veut pas accepter ses capacités psychiques, là, il est un peu obligé, là. Parce que, en fait, c'est tout son entourage peut être en danger si je n'exploite pas ces informations pour protéger soit moi, soit l'entourage. Voilà, donc c'est pour ça que je suis spécialisé dans la médiumnité sécuritaire. Voilà, c'est parce qu'il y a une grande motivation, parce que le reste, à la limite, comment on veut dire, connaître son avenir à l'avance, c'est peut-être pas forcément intéressant, parce que c'est comme un livre, vous voulez pas qu'on vous raconte l'histoire avant, quoi. Avant de l'avoir lu. C'est un peu ça. Vous voulez pas qu'on vous raconte la fin de l'histoire, sinon vous êtes déçus. Voilà, c'est exactement ça. Donc, la médiumnité, le plus efficace dans la médiumnité, c'est de collecter les informations du présent. Après, votre cerveau, il fait le travail de logique. Et donc là, je suis désolé de dire, mais des pays l'Europe lance un plan d'armement intense. La Russie est en activité pleine. L'Ukraine, l'Iran, la Chine fabrique des armes à gogo, hein, on le sait, et même ils en vendent. Et là, maintenant, c'est les États-Unis qui se mettent à relancer leur programme militaire de manière intense. Bon, ça, c'est pas pour se faire des bisous. Hein. Et comme par hasard, comme pour la Deuxième Guerre mondiale, c'est un moment où la dette des États devient insupportable. Comme par hasard. Comme c'est bizarre. C'est bizarre. Comme par hasard. Oui, parce qu'en fait, la guerre, parce qu'on ne voit pas tellement le lien logique entre guerre et dette, en fait. Le lien logique direct, on ne le voit pas. Je vous le dis, dévaluation de la monnaie. C'est pendant les guerres qu'on dévalue très fortement la monnaie. C'est le prétexte. Parce que si vous dévaluez la monnaie pour aucune raison autre que je suis l'État, j'ai trop dépensé, vous avez un retournement social du peuple sur les dirigeants. Mais si c'est la guerre, le peuple ne se retourne pas contre les dirigeants. Voilà. Et ça leur permet de... en fait, c'est le principe du politique. C'est je veux vivre... alors, les politiques sont une structure utile, mais elle doit se minimiser, se modérer, ce qu'elle ne fait pas, puisque le principe de l'argent même incite à la dérive, quoi, voilà, en gros. Donc, voilà.
Donc ça, c'est pas une très bonne nouvelle. Et en fait, l'avantage de connaître le futur, c'est quoi? Bah, c'est de pouvoir changer le futur. Vous voyez, quand je savais que j'allais avoir un accident, bah, il fallait pas que j'aille bricoler. Bon, après, avec l'expérience, quand on a souvent des médiumnités, on commence à maîtriser un peu plus ses capacités et à les utiliser avec plus d'intelligence. C'est ça l'utilité. Donc en fait, quand vous... Et je vais en venir aux extraterrestres de les voir, parce qu'en fait, il y a un lien aussi avec les extraterrestres sur ce sujet de la médiumnité. Et on entend parler des fois en ufologie des gens qui témoignent que des extraterrestres leur parlent aux humains sur leur futur. Mais comment ils font? Voilà. Comment ils font pour collecter les données du présent pour prédire le futur? Parce que c'est le moyen le plus efficace. Hein. Sachez-le. Hein. Moi, je vois, il y a des médiums très connus qui parlent médiatiquement, mais je m'aperçois qu'ils passent leur temps à apprendre le monde de la finance. Ils collectent des données du présent. Vous voyez? Donc en fait, il y a une partie de leur médiumnité qui est plus de la logique et de l'intérêt au présent, aux détails de tout ce qui se passe dans les événements, pour en déduire la logique. Et puis il y a une part d'eux qui est médium et qui va être extraordinaire et inexplicable. Mais ça, c'est la partie la moins fréquente en fait. Là où c'est le plus facile de prévoir l'avenir, bah, c'est en collectant les données du présent. Voilà. Bon, bah, pour connaître la cause des guerres, vous suivez le chemin de l'argent dans le monde entier et puis vous comprenez pourquoi. C'est toujours une histoire de pognon et de partage des richesses. C'est toujours ce sujet-là. Et puis aussi le manque de conscience des dirigeants. Parce que le manque de conscience, ça incite à utiliser la violence. Chez une personne où il y a peu de conscience, vous allez avoir beaucoup de violence. Et chez une personne où il y a beaucoup de conscience, bah, ça sera l'inverse. Et c'est plus durable avec de la conscience que sans conscience. Ce que font les extraterrestres, en fait, leur mission, pourquoi est-ce qu'il y a plein d'extraterrestres sur Terre? Leur mission, c'est la protection de la vie et la surveillance de la vie. Puisque c'est un peu comme vous, quand vous avez un chien, bah, vous surveillez qu'il ne va pas faire des bêtises, vous lui mettez une laisse pour pas qu'il aille mordre soit un autre chien, soit un passant qu'il n'aime pas, qu'il sent pas, etc. Donc vous le surveillez. Parce qu'il peut faire des bêtises. Bah, les hommes, il faut aussi les surveiller pour pas qu'ils fassent de bêtises avec les bombes nucléaires, les conflits, etc., armés, etc., qu'ils n'aillent pas trop loin. Pour pas tout faire péter. Et donc, en fait, leur mission, c'est de surveiller et de protéger. Et dans une certaine proportion. Ils protègent pas tout. Ils protègent dans les grandes lignes. Donc, c'est pour ça que vous avez toujours plein de morts et toujours plein de victimes. Ils vont pas protéger tout le temps, tout à 100%. Non, ils protègent dans les grandes lignes. Ils interviennent, soit en communication, soit en technologie, etc. Pour faire comprendre qu'ils ne sont pas d'accord. Voilà. Et qu'il faut faire autrement. C'est leur manière de faire. Mais en fait, quand ils calculent le futur, en fait, comment ils font pour calculer le futur? Parce que j'en ai été témoin, parce que j'ai été surveillé beaucoup. Mais je me rends compte que quand on collecte toutes les données ufologiques, on se rend compte que des orbes, il y en a partout. Et il y en a énormément. Et en fait, ces technologies invisibles à l'œil nu, mais qu'on peut prendre en photo ou qu'on peut filmer avec des caméras, parce que le capteur de sensibilité, il a une largeur de fréquence optique supérieure à l'œil humain. Donc on peut voir ce qu'on peut pas voir, on peut voir à travers la caméra ce qu'on peut pas voir avec les yeux. C'est pas un problème optique avec la lentille ni rien de tout ça, hein, c'est pas vrai. C'est bien des orbes qui se déplacent, c'est bien des technologies, et en fait ces orbes, comme j'ai eu l'expérience dans mon appartement d'en avoir vu 3 ou 4 à peu près, j'en ai filmé 2, mais j'ai pas gardé l'enregistrement. En fait, j'enregistrais pas, je regardais à travers la caméra, donc je regardais à travers le capteur de la caméra, mais j'enregistrais pas. Et les 2 autres fois, je les ai vus à l'œil nu, mais dans des conditions électromagnétiques et optiques particulières. Si bien que j'ai vu ce que faisait l'orbe. En fait, l'orbe, il balayait comme ça. Il faisait des allers-retours, et puis il descendait. Et il faisait absolument tout l'espace de toute la pièce, un peu comme une imprimante 3D, qui va scanner la totalité de tous les points de l'espace de la pièce rectangulaire. Donc on fait tout le plan, et puis après on descend d'un étage, et puis on refait tout le plan, et puis on fait comme ça tout le volume.
Et je me dis, c'est marrant parce que, parce que je l'ai vu passer plusieurs fois et puis je l'ai vu qu'il se décalait. Et chaque fois qu'il passait devant mon écran, il devenait visible. Et je voyais ce qu'il faisait à l'œil nu, dans des conditions de lumière particulières. Et ça c'est un peu fantomatique hein, quand on le voit à l'œil nu, c'est très vaporeux, mais on voit bien le diamètre de la sphère. Gros comme une mandarine. Et donc c'est marrant, alors je comprenais un peu, je savais qu'il collectait des données en tout point de l'espace, mais en fait c'est des trucs très très... Ce que je comprends moi de cette technologie, c'est que ces orbes là, en fait, ils sont contrôlés par le vaisseau spatial lui-même, qui est autonome. C'est comme une intelligence artificielle, mais beaucoup plus poussée que ce que nous faisons nous. Il contrôle ses orbes sur la totalité de la planète. Il collecte des données partout. Il écoute. Il entend les conversations. Et il voit les faits. Il voit les voyous. Il voit les voleurs. Il voit les gens bienveillants. Il voit tout ça à la fois. Il collecte toutes les données. Vont dans cet ordinateur du vaisseau. Et le vaisseau, il mouline tout ça. Et il calcule le futur. Voilà. Et après, bon, bah, les pilotes des vaisseaux collectent le résultat de la moulinette. Ils en vérifient aussi la cohérence, hein, bien sûr, mais c'est souvent très très cohérent. Et et après, quand ils ont la vision du futur, et ben, ils peuvent agir sur le présent dans le but d'éviter des catastrophes. Voilà. Et donc, bah, c'est tout comme pour mon accident, j'aurais pu. Et là, c'est la prochaine fois que je vois que j'aurai un accident, j'y vais pas. J'attends que la prévision passe. D'ailleurs, si je décale mes travaux d'une semaine, bah, je serai dans un état personnel différent, un état de forme différent, donc l'accident ne se produira pas, ou se produira plus. Je l'ai déjà fait, hein. J'ai déjà fait intervenir sur le futur après une prédiction. Par exemple, j'étais sur la route et j'ai une prédiction que dans tant de kilomètres, je vais avoir un accident. Et ce que j'ai fait, c'est... je me suis arrêté sur le bord de la route et j'ai attendu que la prédiction passe. Et je suis resté, je crois, une demi-heure. Jusqu'à ce que les conditions de l'accident ne puissent plus se produire. Disons que l'individu qui... Parce que quand il y a un accident, il y a au moins 2 personnes. Donc l'individu qui aurait causé cet accident sur moi, en attendant, eh bien l'accident s'est pas produit. Voilà. Et vous avez des exemples comme ça de gens qui ont refusé, qui avaient pris un billet pour prendre l'avion, et puis qui au dernier moment ne veulent pas monter dans l'avion, quitte à perdre la valeur du billet, et vous apprenez plus tard que l'avion s'est écrasé. Voilà, il y a des témoignages dans ce genre-là qui ont été vécus. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, le fait de connaître l'avenir, ça permet vraiment de modifier l'avenir, vraiment. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt de voir l'avenir, etc. Ouais, je vais finir par un petit truc que vous connaissez peut-être pas bien, qui est une règle universelle de la vie, une loi universelle de la vie, à connaître pour la santé des plantes et des humains. En fait, on ressemble beaucoup aux plantes. Hein. La seule différence qu'il y a entre nous et les plantes, c'est la myosine. C'est celle qui nous permet le mouvement. Voilà, la myosine, il y en a un peu dans les plantes carnivores. C'est pour ça qu'elles bougent, d'ailleurs. Mais il n'y a pas beaucoup de différence entre nous et les plantes, en gros. Et après, si on regarde dans le détail, bien sûr, on voit des différences, mais sur la structure, il n'y a pas énormément de différence. Alors, je vous montre ça. Je vous montre par exemple ça. Purée de patates. J'ai fait une petite recette qui est sympa. Donc, je vous la montre. En fait, ce sachet-là, c'est de la poudre de patates, quoi. Bon, faire des vraies patates en vapeur, c'est mieux. Hein. Mais bon, des fois, si on est content, ça dépanne. Et moi, j'ai mon propre romarin que je fais moi-même. Vous pouvez taper sur ma chaîne romarin, vous trouverez la vidéo de comment je fabrique mon propre romarin. Et en fait, ce que je fais, c'est, vous voyez, la moitié de ce truc-là, là, à peu près cette contenance-là, je la mets dans le sachet, en totalité. Je rajoute le sel dans le sachet, et je mélange ça, comme quand on fait de la maçonnerie, où on mélange le sable sec avec le ciment, avant de mettre l'eau. Je mélange tout ça. Et après, je fais bouillir l'eau dans le volume préconisé, et puis ensuite je verse et puis je rajoute l'huile aussi parce que c'est bien meilleur. Et alors c'est super bon. Voilà. Alors c'est quoi l'intérêt? En fait, je vous explique pourquoi. D'abord, ça change d'habitude au niveau goût de la purée, c'est sympa.
Ça fait une purée verte riche en chlorophylle, donc ça peut être que bon pour vous. Parce que la chlorophylle, c'est un élément très intéressant pour la santé. Ça fait des fibres, voilà, pour la digestion, contre la constipation. Et je vais vous dire pourquoi. Et en fait, c'est ce bouquin-là, c'est ce bouquin-là qui m'a appris la cuisine, mais c'est pas un bouquin de cuisine. Alors ça, c'est à l'envers, ça devrait pas être à l'envers. Bon, il faudra que je rechange mon logiciel. Ça s'appelle Nutritionnel des plantes sauvages et cultivées. Voilà. De chez qui? C'est de Delachaux et Niestlé. Oh là là. François Couplan. François Couplan. Bon, je sais pas si c'est net là. François Couplan. C'est à l'envers, c'est pas grave. Delachaux. Bon, c'est facile. Et Niestlé. Alors, Niestle. François Couplan, sauvage et cultivé, guide nutritionnel des plantes. Et ça m'a appris la cuisine. C'est bizarre, hein, alors que ça n'a aucun rapport. En fait, si, au contraire. Parce qu'en fait, vous découvrez dans ce bouquin, quand vous avez lu toutes les plantes, vous voyez, il y a une espèce de diagramme là où on voit combien il y a de fer, combien il y a de magnésium, combien il y a dans chaque plante. Et on se rend compte, en regardant le bouquin, que finalement, toutes les plantes contiennent les mêmes minéraux. C'est juste que c'est la proportion qui change. En fait, c'est tout la même chose. Calcium, potassium, fer, Na c'est le sodium, K c'est le potassium, vitamine A, B1, alors les vitamines, il n'y a pas toujours tout, mais vitamine A, B1, B2, PP, vitamine C, voilà. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 minéraux. Et ils sont systématiquement présents dans tout ce qu'on mange. Tout ce qui est comestible. Et en fait, vous vous rendez compte que tout contient la même chose, en fait. Quoi que je mange, alors des fois, vous avez... des fois, vous en avez plus, quoi. Vous voyez, par exemple, ici, là, c'est plein. Il y en a énormément de ça. C'est du sodium. Ça s'appelle de la hache des marais. Je n'ai jamais goûté, hein. Là, vous vous rendez compte que dans la betterave, il y a beaucoup de Na. Hein, c'est le sodium. Bon, bah voilà. Mais le haricot, voilà, le simple haricot, bah, vous avez un peu de tout. Voilà, un peu de tout. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est uniformément bien réparti. Et en fait, quand vous avez lu ça, vous dites, mais quoi que je mange, finalement, on me dit, il faut manger de ça, il faut manger de ci, il faut manger de ça. Enfin... tout ce que tu manges, de toute façon, ça contient la même chose, quoi. C'est juste la proportion qui change, et puis l'envie et les goûts, quoi. C'est rien d'autre. Et à partir de là, et puis vous voyez aussi qu'est-ce qui est riche en fer, quels sont les aliments les plus riches en fer, parce que quand vous faites du sport, le fer, c'est important, hein. Si vous voulez pas être essoufflé, c'est vachement important. Et vous avez plein de ça, vous avez un classement comme ça, un classement de toutes les plantes. Et en fait, ça vous apprend que finalement, ce qui est bon pour vous, eh bien, c'est en fait, c'est ce dont vous avez le plus besoin. Et en fait, pourquoi est-ce que les plantes contiennent tout? C'est le principe de l'étoile des minéraux. C'est à ce quoi je voulais en venir. L'étoile des minéraux. Le problème de la patate, c'est que il n'y a quasiment pas de fibres, extrêmement riche en sucre, et c'est pas très équilibré. Et quand vous venez rajouter ça, vous venez remettre de l'équilibre. L'étoile des 5 minéraux. En fait, il faut essayer d'équilibrer les minéraux. Et donc ça, c'est plus équilibré que ça. Donc du coup, quand on vient mettre ça dans ça, eh bien, au résultat, ça a un meilleur goût, mais c'est un meilleur goût parce que c'est plus équilibré. Il y a un lien direct entre le bon goût et l'équilibre. Voilà. Quand c'est déséquilibré, y a des jours où vous en avez beaucoup envie, mais il y a des jours, pas des patates aujourd'hui, hein. Ouais, parce que c'est pas très équilibré. C'est pour ça que vous n'en avez pas envie tous les jours. Alors quand c'est très équilibré, vous pouvez en manger plus souvent. C'est ça l'étoile des minéraux. Et quel rapport avec les plantes dans la culture, dans votre jardin, etc. Parce qu'en fait, quand on vous dit qu'il y a une carence dans le jardin, la connerie à pas faire, c'est d'ajouter l'élément carencé. Parce que vous allez créer un déséquilibre. Par exemple, on dit que manger trop de fromage, c'est inflammatoire. C'est parce que vous avez trop de calcium et vous avez ce qu'on appelle une étoile déformée des minéraux. Du coup, ça crée un déséquilibre.
alors, ce trop de calcium, ça pose pas de problème pour les jeunes parce qu'il y a un énorme appel de calcium pour les jeunes en pleine croissance. Donc ça, c'est pas un problème. Mais une fois qu'on est adulte et que le squelette est construit, en fait, le fromage en grande quantité va plus être un problème qu'une aide. Et en fait, c'est une protéine les fromages, c'est une protéine qui est déséquilibrée au niveau minéraux. Voilà, en fait, c'est un des soucis. Et ça peut provoquer ce qu'on appelle de l'arthrose calcique et des choses comme ça. Donc en fait, il y a beaucoup de maladies qui sont liées à des déséquilibres de l'étoile des minéraux parce qu'il y a des gens, ils consomment trop de tel aliment ou trop de tel aliment et leur repas, il est pas équilibré sur les minéraux. Voilà, en gros, c'est ça. Mais on le voit. Ce qui est intéressant, c'est que quand on lit le bouquin, on se rend compte que il y a beaucoup de plantes où l'équilibre n'est pas totalement égal. Mais c'est quand c'est très déséquilibré qu'on se rend compte que c'est des aliments qu'on n'a pas envie de manger souvent. Que occasionnellement. Parce qu'ils ne sont pas équilibrés, justement. Ils sont trop déséquilibrés. Comme par hasard. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est ce qu'on apprend dans ce bouquin. En lisant les caractéristiques minérales de chaque plante, on se rend compte que celles qu'on n'a pas souvent envie de manger sont souvent les plus déséquilibrées. Voilà. Donc c'est ça l'idée. Donc dans la bonne bouffe, l'étoile des minéraux, équilibrée, c'est intéressant. Et quand on a un arbre, par exemple, qui ne fait pas de fruits et qu'on dit qu'il faut rajouter de la cendre, etc., il faut rajouter de la potasse, faut y aller modérato, petit. C'est mieux d'aller mettre du BRF, c'est-à-dire du bois réal fragmenté, c'est-à-dire les jeunes pousses de l'année qui ont été broyées au pied, parce qu'en fait, quand on va mettre du bois de végétaux au pied de l'arbre broyé, on va respecter l'étoile des minéraux. Voilà, c'est ça qui est intéressant de savoir. Sur l'étoile des minéraux, elle est importante, de manière équilibrée pour tout le vivant. Voilà ce que je peux vous dire. Et alors, je peux vous montrer aussi un truc qui est intéressant, que je suis tombé... ça fait plaisir des fois d'avoir une validation de ces perceptions sensorielles. Parce qu'elles ne sont pas toujours vérifiables. Mais alors, je vais vous montrer. Alors, je vais ouvrir Internet. Alors, vous ne connaissez peut-être pas, mais je vais vous montrer parce qu'il est américain. Mais il traduit ses vidéos américaines en français. Il était venu faire une conférence en France sur ses expériences extraterrestres, on va dire. C'est un militaire. Alors, je vais vous le montrer. Voilà. Donc, vous pouvez regarder la vidéo. Il s'appelle JP. Donc, je vais essayer de vous grossir l'image comme ça, parce que vous n'avez pas forcément des grands écrans. Ah, voilà. Donc, JP, là, il a déjà 38 000 abonnés. Il traduit ses vidéos. Alors, des fois, c'est un peu loufoque, mais là, c'est assez sérieux. Le détail complet des missions lunaires. Donc, lui, il explique qu'en tant que militaire, aux États-Unis, donc il est autorisé à parler un peu de son activité par ses supérieurs hiérarchiques. Il ne le faisait pas avant, maintenant il le fait. Et bien en fait, il rentre dans des vaisseaux comme ça. Vous pouvez écouter la vidéo, hein, elle date d'il y a 3 heures, là. On est le 18 août. Donc il va dans des vaisseaux antigravité, à propulsion de type OVNI. Hein. Alors moi je pense que ceux-là sont de fabrication humaine. Pourquoi ? Parce que, enfin, on le voit pas très bien à l'image là. Mais ici, c'est marqué TR3C. Donc, c'est les fameux ovni triangles. Et la dimension est marquée. Il y a marqué 12 mètres. Et pour ceux qui travaillent dans l'industrie, 12 mètres, ça doit leur parler un peu. 12 mètres, c'est la longueur des semi-remorques maximum. C'est le maximum transportable. Quand on fait des barres d'acier de 12 mètres, on ne peut pas faire plus long parce que les semi-remorques ils sont limités à 12 mètres. Quand on fait des rails, pendant longtemps, les rails de train étaient limités à 12 mètres. Maintenant, il y en a à 30 mètres, mais pendant longtemps, ils étaient limités à 12 mètres à cause du problème de transport des rails par les camions. Et donc, quand on voit un ovni de 12 mètres, on peut se dire tout de suite qu'il est de fabrication humaine. C'est typique des problèmes de transport. Et puis c'est un moyen de cacher aussi secrètement dans un camion, pas montrer ce qu'on transporte. Donc c'est très cohérent, parce qu'en fait, quand on voit les caractéristiques de l'ovni triangle, alors les ovni triangles ne sont pas tous de 12 mètres, je tiens à préciser. En général, souvent on entend parler de vaisseaux triangles, mais ils sont immenses, hein, ils sont plus grands que des porte-avions.
Donc ce n'est pas du tout les mêmes. Mais celui-là, là, c'est un 12 mètres. Donc c'est probablement une rétro-engineering où ils ont récupéré des morceaux, ils les ont assemblés. Le fameux élément 115, là, qui est maintenant dans la table des périodiques des éléments. Hein. C'est-à-dire que ce qu'on entend qui paraît totalement loufoque, en fait, c'est tout à fait sérieux parce que vous retrouvez le moscovium, si je me souviens bien. On retrouve l'élément chimique dans la table des éléments chimiques des périodiques. Donc tout ça, en fait, on retrouve ça se recroise scientifiquement. À quoi sert le moscovium, vous le savez, vous bah, ça sert à la propulsion antigravité. Donc c'est des matériaux je sais pas si on sait les fabriquer ou si on les a juste récupérés. J'en sais rien. En tout cas, ce pilote, il explique que lui, il voyage dans des vaisseaux comme ça. Et moi, j'avais eu un jour, quand j'étais dans ma rue, là, en bas, un jour, je montais la rue et puis tout d'un coup, je sens quelque chose de particulier dans mon dos, une énergie au loin qui est inhabituelle. Donc je me retourne et je regarde, et qu'est-ce que je vois? Un ovni qui décolle, en accélération, comme des aimants qui s'attirent. Ça accélère comme des aimants, en fait, visuellement, quand vous mettez deux aimants qui s'attirent et qui viennent se cogner, l'ovni il se déplace avec ce même type d'accélération, en étant lumineux. Et comme j'ai cette capacité, on va dire, cette particularité que j'ai de pouvoir envoyer mon double fantôme, voir quand ma curiosité est très forte, je me retrouve divisé en deux et mon double fantôme part savoir qu'est-ce que c'est que ce truc là qui vient de décoller. Donc je suis monté à bord de l'OVNI en question avec mon double fantôme et j'ai vu que c'était un humain, un capitaine en habit militaire de l'armée de l'air qui pilotait l'avion. C'était un monoplace. Enfin, peut-être qu'il y avait deux places, mais il était tout seul. Il était tout seul à piloter. Et j'ai vu que c'était un militaire qui pilotait un OVNI. Et ça m'a beaucoup surpris parce que je dis, tiens, on a des militaires, américains ou français, qui pilotent. Il avait le style capitaine, hein, et physiquement. J'ai fait l'armée, donc les capitaines, vous les reconnaissez visuellement. Ils ont un physique type. En général, ils sont minces, grands, l'air intelligent, etc. Avec un peu de la carrure et puis de l'autorité. Enfin, il y a des qualités qui sont très... Ils sont caractéristiques, on les reconnaît. Et pour moi, il y avait un capitaine qui pilotait un OVNI humain. Et c'était un humain, et un humain bien de chez nous. Et lui, il pilote pas spécialement l'OVNI, mais il est plutôt conduit par l'OVNI. Mais lui, c'est la preuve que ce que moi j'ai vu il y a des années, il en témoigne. Voilà, il va dans des engins comme ça antigravité et il va se promener sur la lune de Jupiter. Voilà, la Galileo. C'est Galileo. Ouais. C'est une lune qui est c'est une lune 1,5 fois plus grosse que notre lune à nous sur Terre. Voilà, en gros, avec une gravité qui fait 0,14. La gravité est de 1,4 Nm par seconde, alors que nous c'est 9,81. Donc vous voyez le rapport de gravité. Là, pareil comme sur la Lune, vous faites des bonds de 30 mètres quand vous sautez, au lieu de faire des bonds de 3 mètres. En gros, c'est ça. Donc il faut faire attention à ton équilibre. Voilà, et puis vous pouvez regarder la vidéo, comme ça vous verrez que en fait, toutes les histoires qu'on entend finissent par ressortir de plus en plus avec des témoignages de gens. Puis vous voyez que derrière il y a bien un uniforme de militaire. Puis lui c'est un militaire dans l'âme, hein. Il aime ça. Voilà. Bon, allez, au revoir.